Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo interview de la chaîne. Comme je vous en parlais précédemment, je vais m'orienter sur des interviews d'auteurs auto-édités dans la mesure où je souhaite axer la chaîne sur l'auto-édition. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous Megara Nolan, qui est une auteure auto-éditée, qui a déjà publié 5 romans et une nouvelle, et qui est actuellement en train d'écrire un 6e roman. Bonjour Megara, et bienvenue parmi nous. Merci. Alors déjà, on va commencer, avant d'aborder des points un peu spécifiques avec toi, je voudrais aborder la notion de piratage d'e-book, je voudrais parler d'auto-édition, je voudrais parler d'écriture de saga ou d'écriture à 4 mains. Mais pour commencer, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as déjà écrit, donc, comme je le disais précédemment, 5 romans et une nouvelle. C'est pas rien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu t'es lancée dans l'écriture? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Voilà, ce genre de choses. Comment je me suis lancée dans l'écriture? Ça remonte à hyper loin. J'écrivais déjà quand j'étais au collège. J'écrivais sur des cahiers de brouillon pendant les cours de physique-chimie, puisque déjà à l'époque les sciences ça m'intéressait pas trop. Et ouais, c'est venu comme ça. En fait, on était un groupe de 4 copines. Et en fait, on écrivait sur nos cahiers de brouillon et on se passait nos cahiers, on se relisait nos histoires et tout. C'était les débuts de bêta lecture déjà à l'époque. Et chez deux d'entre nous, en tout cas, c'est resté puisque une de ses amies avec lesquelles on se passait nos cahiers de brouillon, c'est Priscilla et c'est ma co-autrice sur Chasseuse d'âmes. C'est venu de là, en fait. À l'époque, on était bercés par les romans de Pierre Bottero qui a fait notamment Les Mondes de Milan, Elana, etc. Et on avait très très envie de faire comme lui. Et c'est venu de là. Après, l'auto-édition, moi, c'est venu plus tard. J'ai commencé l'année dernière. Je regrette absolument pas de m'être lancée dans l'aventure. Je voulais absolument essayer au moins de vivre de mes romans. Et donc, ça fait 1 an que j'essaye. Ok. Et pour le moment, ça se passe bien. On va parler un petit peu de ton évolution et comment tu penses avoir progressé, parce que je pense que c'est intéressant pour les personnes qui commencent à écrire. Moi, je m'en rends bien compte, j'en suis qu'à mon 2e roman et je vois déjà l'évolution entre le premier et le deuxième. Donc, comment est-ce que tu pourrais un peu comparer voilà, l'auteur que tu étais quand tu as écrit Chasseuse d'âmes, qui a 8 ans, si je dis pas de bêtises, et donc celle que tu es aujourd'hui, qui vient de publier La Selkie et qui a écrit actuellement un space opéra. Comment tu pourrais un peu comparer ton évolution, puis c'est les deux auteurs en fait entre ces deux romans? Quand j'ai écrit Chasseuse d'âmes, j'étais lycéenne, donc pour moi, écrire, ça se résumait à écrire pendant les cours, hein, évidemment, on va pas se le cacher. Mes cours de philo, ils sont tous passés. Et oui, voilà, je veux dire, je faisais ça à côté, mais il y avait quand même cette pression de trouver un vrai travail, entre guillemets. Ouais. On me répétait que l'écriture, enfin, vivre de son écriture, c'était compliqué, que écrire, c'était pas un vrai métier, etc. Ouais. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de prendre à contre-pied ce qu'on me disait. J'ai envie de prouver que oui, on peut vivre de son écriture. C'est plus facile en auto-édition qu'en maison d'édition pour tout un tas de raisons. Et j'ai évidemment évolué puisque j'ai beaucoup plus lu, j'ai pris en maturité et j'écris pas de la même façon que ce que j'écrivais à 16 ans. Ça c'est évident. J'ai aussi beaucoup fait de bêta lecture et ça m'a énormément aidée. À 17 ans, quand j'ai découvert la bêta lecture, je ne savais pas du tout ce que c'était et je bêtalisais des extraits de copains et de copines en donnant des conseils, voilà, on ne savait pas trop. Et puis maintenant, je suis un peu plus affirmée aussi dans mes bêta lectures et j'arrive à avoir ce regard critique sur mes propres romans que j'avais pas il y a 10 ans. Du coup, on va maintenant parler de tes romans un peu plus en détail. Alors moi, ce que j'ai lu de toi, c'est les 2 Six pieds sous terre, que j'ai vraiment adoré. Je les ai dévorés tous les deux. Quand j'ai fini le premier, tu étais en train d'écrire le deuxième. J'attendais qu'une chose, c'est que tu le sortes. Alors, si jamais vous aimez le genre de roman Hunger Games, par exemple, jetez-vous sur ces romans. J'ai vraiment pas pris moins de plaisir à lire Six pieds sous terre que je n'ai pris à lire Hunger Games. Voilà, vraiment. Donc ça, c'était le petit moment de promotion. Et donc, ces 2 romans, c'est une duologie, mais tu as aussi écrit un one-shot, Let It Snow, et tu as écrit des premiers tomes de saga. Je vois beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs, lorsqu'ils se lancent, certains veulent se lancer directement dans des sagas, mais se demandent s'ils en sont capables, si c'est plus compliqué d'écrire un one-shot, si c'est différent. Est-ce que tu peux nous dire, toi, du coup, si tu écris différemment un one-shot ou une saga, si tu la prépares différemment, voilà, comment toi tu fonctionnes? On n'écrit pas
en tout cas chez moi, je ne peux pas écrire un one-shot de la même façon que j'écris une saga. Le one-shot, en tout cas pour les Let It Snow, j'avais un plan assez détaillé. J'avais une ligne en gros par chapitre. Alors Let It Snow, il n'est pas découpé par chapitre mais par date. Donc j'avais une ligne par date à peu près de ce qui se passait à tel moment de l'histoire. Et donc j'avais une vision globale, puisque quand on écrit un one-shot, il faut le débuter, il faut qu'il y ait l'élément déclencheur, puis il faut le terminer, il faut qu'il y ait une vraie fin. Contrairement à la saga où le premier tome sert souvent d'introduction, en particulier dans les genres de l'imaginaire, où on va vraiment présenter un monde, on va présenter tout un tas de choses, et les tomes suivants vont servir à développer l'intrigue, et puis le dernier tome à la clôturer. Donc voilà, au niveau des sagas, on n'écrit pas du tout de la même façon, en tout cas moi, je n'écris pas du tout ça pareil. Pour mes sagas, je sais déjà par contre comment ça va se terminer. Donc c'est-à-dire qu'en écrivant le début de Six Pieds Sous Terre, je savais déjà quelle allait être la fin. Pareil pour la Selkie, je sais déjà quelle va être la fin, et pareil pour la Space Opera. Je sais pas par contre forcément la fin du tome, spécifiquement. Mais la fin globale, je la connais. Et je fais des plans, mais moins détaillés, et puis surtout je vais pas au bout. Par exemple, j'avance de 5 chapitres en 5 chapitres. D'accord, ok. Alors ce que je vois souvent, ce qui est souvent dit par les auteurs, c'est qu'il est nécessaire lorsqu'on écrit une saga d'avoir une fin donc globale à la fin de tous les tomes, mais également de conclure d'une certaine façon chaque tome. Comment toi est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense qu'il y a autant de fins qu'il y a d'auteurs. Je sais qu'il y a les adeptes du cliffhanger qui vont arrêter le tome en plein milieu d'une action, et du coup le lecteur a vraiment très 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 envie d'avoir la suite. Moi j'aime bien, j'adore les cliffhangers, attention, mais j'aime bien quand même quand on termine quelque chose et quand on termine une étape. C'est pareil, je trouve ça intéressant de terminer des intrigues secondaires. Par exemple, à la fin de Six Pieds Sous Terre, il y a quand même des intrigues secondaires qui sont clôturées et on ne reviendra pas dessus. Voilà. Je pense aussi que c'est important de savoir mener des petites histoires à l'intérieur de chaque tome pour savoir où est-ce qu'on en est. D'accord. Et une autre question que je vois beaucoup de jeunes auteurs se poser, mais ça reste assez subjectif. Selon toi, combien de temps attendre entre chaque tome d'une saga? Je sais pas, vraiment ça dépend. J'ai pas du tout attendu entre les 2 tomes de Six Pieds Sous Terre pour les écrire, parce que j'étais dans le mood et voilà. Mais par exemple, là j'ai écrit le premier tome de la Selkie et j'ai pas commencé le deuxième puisque je suis sur le premier tome du Space Opera. Je pense que ça dépend vraiment du mood de l'auteur. On est tous capables en tant que lecteur d'attendre combien de temps on a attendu pour le dernier tome d'Harry Potter ou de Hunger Games par exemple. On est capable de patienter un petit peu. Donc du coup, toi tu es actuellement auteur auto-édité, mais ton premier roman, Chasseuse d'âmes, avait été édité. C'est d'ailleurs cette expérience qui t'a poussé à t'orienter par la suite vers l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la façon dont tu as vécu ce roman? Oui. Alors, en 2016, avec Priscia, donc ma co-auteure, on avait terminé donc, Chasseuse d'âmes, tome 1. On l'avait terminé depuis 2012 en fait, mais le temps de relire, et puis on avait nos études à côté, etc. Bon, bah, ça prend du temps, je ne vous l'apprends pas. Et en fait, on est tombé sur l'annonce d'un éditeur sur le forum sur lequel on postait des extraits, qui est Cocyclix. L'éditeur avait l'air sympa, c'était une nouvelle maison d'édition, et je me suis dit, allez, tente, on ne sait jamais. Il a répondu très vite qu'il était hyper intéressé et tout, on a commencé à bien parler, etc. Et lui, son truc, c'était qu'il voulait rémunérer plus les auteurs, mais pas passer par les librairies. Alors, c'était un genre pas d'auto-édition, mais c'était de l'édition assez, plus moderne, on va dire, parce que le libraire prend 30%. Alors, juste pour que ce soit clair, c'était pas de l'édition à compte d'auteur, parce que ça, je pense qu'il y a certains qui voudront se le demander. D'accord, ok. C'était bien de l'édition à compte d'éditeur. Il n'y avait pas d'édition à compte d'auteur, il n'y avait aucune contrepartie financière de notre part. C'était lui qui prenait en charge les frais, et comme il débutait, en fait, il voulait faire une campagne Ulule. Voilà. Donc on a fait cette campagne Ulule, et donc lui, il voulait pas passer par les librairies physiques, puisque les librairies prennent 30% du prix du livre, et lui, il voulait faire des livres pas chers et rémunérer plus les auteurs. Ça, c'était son truc de base. Donc on fait le projet Ulule, ça se passe bien, on y arrive, et puis en fait, une fois le livre en main, ça a été, vraiment, on a été de quoi qu'en quoi, que le livre n'était pas du tout au prix que l'éditeur nous avait annoncé au départ. Au lieu de le vendre 13 €, il le vendait 7 €. Donc pour un livre, c'est quand même... c'est rien du tout. Du coup, nos redevances à nous, elles étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on avait prévu.
Comme on était deux sur le livre, on avait 10% chacune et donc on était à 66 centimes par livre vendu, ce qui n'est pas énorme. Après voilà, pour un premier roman, malheureusement, c'est monnaie courante d'avoir 10% en tout cas. Et puis voilà, après il y a plein de choses qui se sont pas bien passées. Moi j'avais des retours à lui faire, il n'a pas trop apprécié les retours que je lui ai faits. C'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu véhémente, j'avais 20 ans donc j'étais plus sanguine qu'aujourd'hui on va dire. Et du coup, il s'est passé plein de choses et finalement, l'année dernière, on a réussi à récupérer nos droits suite à un problème dans le contrat. Donc on a récupéré nos droits parce qu'à l'origine, on les avait cédés pour 10 ans. Ouais. Donc on a récupéré nos droits sur Chasseuse d'âmes. Et j'ai dit à Priscia, je sais pas toi, mais moi, la maison d'édition, plus jamais. C'était une petite maison d'édition, mais ça s'est tellement mal passé que ça m'a vraiment refroidi. Et j'étais pas prête à faire confiance à un autre éditeur, surtout que en fait, niveau promo, il faisait vraiment rien du tout. C'était nous qui faisions tout, c'est nous qui avons fait un site internet, on faisait des contenus sur Instagram et lui, il relayait rien derrière. On a quand même réussi à en vendre une centaine, mais bon, c'était pas ça que je voulais pour mon livre, quoi. Oui, parce que tu parles effectivement de... Tu cèdes tes droits, donc il faut avoir une relation vraiment de confiance, en fait, avec un éditeur, quoi. Ouais, tu cèdes tes droits. Après, alors je sais que ça dépend du contrat. En tout cas, dans celui qu'on avait signé, c'était ça. On cédait nos droits papier sur 10 ans, nos droits numériques sur 15. Et s'il y avait des demandes d'exploitation, donc des demandes de traduction, ou je sais pas, si quelqu'un se pointait pour transformer Chasseuse d'âmes en série, film, comédie musicale, et on n'avait pas vraiment voix au chapitre, en fait. C'était l'éditeur qui devait vraiment servir d'intermédiaire pour monnayer ça. Et bon, ça dépend des contrats. Mais en tout cas, le nôtre, c'était ça. C'est vrai que c'est l'avantage de l'auto-édition, c'est que tu conserves tous tes droits et donc ça t'offre une liberté vraiment tout autre, quoi. Ah, tu restes propriétaire de ton livre, hein. Tu restes vraiment entièrement propriétaire de ton livre. Alors du coup, puisqu'on parle de Chasseuse d'âmes, on va rester sur ce roman. Donc c'est un roman qui a été écrit à 4 mains. Alors c'est amusant parce que moi, mon premier roman, Les Origines, il devait être écrit à 4 mains avec ma sœur. Ça n'a pas du tout fonctionné. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience qui n'est pas très courante, on va dire? Alors, l'histoire de Chasseuse d'âmes, elle a commencé sur les bancs du lycée parce qu'avec Priscia, donc on écrivait depuis le collège, mais on n'arrivait pas à finir nos premiers jets respectifs. Et du coup, un jour, je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux pas qu'on essaye d'écrire un truc toutes les deux? On s'entend bien, on a les mêmes idées. Au niveau des styles, on s'est pas tout de suite posé la question. On s'est dit que ça allait venir naturellement. Et en tout cas, on a commencé l'aventure comme ça. Au début, c'était très brouillon. En fait, dès que l'une bloquait, elle donnait à l'autre. D'accord. Et ça donnait un espèce de cadavre exquis qui n'était pas forcément du plus bel effet. Et au bout de 3-4 chapitres passés comme ça, on a décidé de faire un plan. Ouais. Et on a très vite décelé les points forts et les points faibles de chacune. Par exemple, quand c'est des chapitres plutôt descriptifs, c'est elle qui s'en charge. Au contraire, quand il y a de l'action et des dialogues, c'est moi. D'accord. Pareil, au niveau des personnages, on a un couple de personnages principaux qui sont Aliénor et Aël. C'est plutôt moi qui m'occupe d'Aliénor, c'est plutôt elle qui s'occupe d'Aël. Et quand c'est des chapitres où ils sont tous les deux, voilà, on alterne suivant le genre du chapitre. Et on a pas mal de personnages secondaires qui ont leur propre chapitre, en fait. Et là, c'est pareil, c'est suivant le personnage, on a nos petits chouchous. Ok. Et en fait, on se passe les chapitres comme ça. D'accord, c'est super intéressant. C'est vrai que moi, avec ma sœur, on avait écrit, j'écris un chapitre, t'écris un chapitre, et clairement, ça n'a pas marché parce que on n'a pas du tout la même façon d'écrire. Bref, c'était moche, quoi. Clairement, ça n'allait pas. Donc c'est intéressant d'avoir ton retour et de savoir comment tu as fonctionné. Alors du coup, thème suivant, le piratage. Alors beaucoup d'auteurs se font voler leurs romans depuis qu'on a les livres numériques. On les retrouve facilement sur des sites où on a des centaines, des milliers de livres qui ont été piratés et qui sont lus par des centaines, par des milliers de personnes. Alors toi, c'est quelque chose sur lequel tu es assez engagé et tu as créé cet été le Time Author Challenge. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce challenge et ce qui t'a poussé vraiment à le lancer? Alors, le Time Author Challenge, c'est assez simple. L'idée, c'est que en tant qu'auteur auto-édité, en tout cas pour la plupart d'entre nous, on contrôle absolument tout sur nos romans. Donc, de l'écriture à la lecture, à la correction, à la mise en page. Tout ça, ça prend du temps.
Et l'auto-édition, c'est un métier. Même si on finit par déléguer au fur et à mesure certaines tâches, on peut déléguer la couverture, on peut déléguer la mise en page, enfin, on peut déléguer plein de choses, ça reste un métier et vraiment on est entrepreneur. Et l'idée en fait c'était de quantifier le temps qu'on passe sur nos romans pour que les gens qui piratent se rendent compte que l'auteur, juste, voilà, il n'écrit pas un livre et il le balance pas comme ça sur une plateforme. Il fait les choses bien. Et donc voilà, j'avais fait des catégories, donc il y avait écriture, réécriture, correction, mise en page, etc. Et l'idée c'était voilà, de se chronométrer à peu près, hein, mais le temps qu'on passait dans chaque catégorie, pour à la fin faire un fichier à mettre au début des e-books et dire voilà, l'auteur de ce livre passe tant de temps par mois environ à faire telle chose, à faire telle chose, à faire telle chose. Pirater un livre, c'est priver l'auteur de ses droits, de ses redevances, alors qu'il y passe du temps. On n'a pas, enfin, je vais pas aller voir mon boulanger et lui dire ah ouais mais désolé j'ai faim, j'ai envie d'une baguette, donne-la moi quoi. Ça reste du vol et c'est puni par la loi. Malheureusement l'État français fait pas grand chose contre le piratage. Recevoir une aide d'Adopi, ça n'a jamais empêché personne de pirater. Donc voilà, j'ai fait ça. Parce que je me suis aperçue que mes e-books étaient téléchargés maintes et maintes fois sur des sites de téléchargement. Et aux dernières nouvelles, j'étais à plus de 2 000 € de perte. C'est énorme. C'est énorme. Alors moi, j'avais fait le Time Author Challenge au mois de juillet. Alors c'était un mois un peu particulier parce que c'est le mois où j'ai lancé mon premier roman et où du coup, par exemple, l'écriture, etc., ça a été mis un petit peu de côté. Et à la fin du mois, j'étais à 110 heures, je crois, de travail sur mon roman, alors que ça ne prend même pas en compte l'écriture. Là, c'était vraiment la promotion, de la com, les envois de romans, etc., etc. C'est énorme, en fait, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ah oui. Les gens n'imaginent pas. C'est hyper chronophage, en fait. Quand tu commences à te lancer dans une tâche, moi, pareil, au mois de juillet, du coup, j'étais sur la publication de Chasseuse d'âmes. J'ai mis 40 heures à faire ma mise en page. Parce que je prenais en main un logiciel, mais c'était quand même 40 heures. Et ces 40 heures qui sont pas rémunérées, en fait. Ah oui, complètement. Ou qui passent dans le prix du livre. Et comme en tant qu'auteur auto-édité sur Amazon, on voit en général plus d'e-books que de brochets. Pour moi, un livre téléchargé, c'est un drame pour mon maigre salaire d'autrice auto-éditée, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Bien sûr. Donc vous avez compris, ne piratez pas. Voilà, ne piratez pas. Ceci dit, j'ai eu de la chance. Ils ont été retirés aujourd'hui d'une grosse plateforme de téléchargement parce que j'ai encore envoyé un mail pour demander. Et la Selkie n'a jamais, heureusement, été sur une seule plateforme. On croise les doigts. Parce que j'ai mis un gros message dissuasif au début de l'e-book. Bah écoute, peut-être que ça marche et ça serait vraiment... Enfin, ça serait top que des gens prennent conscience parce qu'il y a des gens, je pense, qui ils font pas ça méchamment, en fait. C'est juste qu'ils ne s'imaginent pas et du coup, de leur faire comprendre et de leur faire réaliser le temps que ça prend d'écrire un livre, je pense que ça peut éventuellement marcher pour certaines personnes, oui. Enfin, j'espère. Ça peut, et puis les e-books, alors je cautionne absolument pas les gens qui téléchargent, mais c'est vrai qu'il y a des e-books de maisons d'édition qui coûtent 16 €. Oui, c'est le prix du livre, qu'un livre papier. Nous, auto-édités, on fait des efforts sur les prix parce qu'on sait que tout le monde n'a pas le même budget. En général, c'est 5 € le livre d'un auto-édité. Et on fait souvent des promos à 0,99 à 1,99. Je veux dire, ça va. En vrai, c'est bon. Carrément. Alors, tant qu'on parle d'engagement, moi j'aime bien, de manière générale, les personnes qui s'engagent, quel que soit l'engagement. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur également. Et donc, en plus de cet engagement pour le piratage, tu as un engagement également pour les femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Du coup, j'ai lié les deux. J'ai lié le téléchargement illégal et les violences faites aux femmes. J'ai décidé, suite à une très mauvaise expérience personnelle, Donc déjà, j'ai écrit la petite Snow l'année dernière suite à cette très mauvaise expérience personnelle. Et ça faisait un moment que je me disais que j'aimerais bien reverser une partie de mes redevances à une association et j'arrivais pas trop à décider quoi. Et donc j'ai décidé le mois dernier de reverser 5% de mes redevances annuelles. Donc en décembre, là, je vais calculer combien j'ai gagné en 1 an et demi d'auto-édition et je reverserai 5% à une association qui se bat quotidiennement contre les violences conjugales et plus particulièrement les violences faites aux femmes. Et du coup, j'ai lié ça au téléchargement illégal à partir de maintenant et depuis que j'ai publié la Selkie, c'est écrit au début de mon e-book que je reverse et que je m'engage à reverser 5% du prix de ce livre donc à une association
qui se bat contre les violences faites aux femmes et que télécharger illégalement ce livre, c'est priver une association de dons et donc des victimes de soutien. Écoute, bravo à toi. Et puis si du coup, là je m'adresse aux personnes qui regarderaient cette vidéo, si vous cherchiez une raison supplémentaire pour acheter les livres, voilà, elle vous est servie sur un plateau. Du coup, tu offres également des services en dehors de l'écriture sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Le Petit Romancier. J'en parlerai dans une vidéo future. Quels sont ces services que tu proposes désormais? Alors, je propose l'expertise littéraire qui va s'apparenter en fait à de la bêta lecture. Donc je relis entièrement le roman et je fais mes petits commentaires sur le fond et la forme. Je précise que je ne prends pas tous les genres. Je ne pense pas être la plus à même de bêta-lire une romance ou du contemporain. Donc ça serait surtout des genres de l'imaginaire avec une préférence pour l'urban fantasy et la dystopie. Je propose également mes services d'accompagnement à la promotion. Voilà. Donc on fait un petit planning éditorial ensemble, on voit ce qui peut être fait, pas fait. Est-ce que Instagram c'est une bonne idée ou est-ce qu'au contraire un autre réseau est plus adapté? Donc on voit ça ensemble. Je fais de l'accompagnement à la publication également. On revoit ensemble avant de publier le roman sur KDP par exemple, est-ce que tout est OK? Et puis s'il y a besoin d'aide sur KDP, je suis là aussi. Et je prête ma voix pour des extraits audio. Je ne fais pas de livre en entier par contre, mais des extraits, des book trailers, je prête ma voix. Ok, très bien. Je mettrai de toute façon le lien, tous tes liens de toute façon dans la description de la vidéo. Donc si ce genre de service peut vous intéresser, vous savez où aller regarder. Maintenant, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote, quelle qu'elle soit, ayant un lien plus ou moins direct avec l'écriture? Je crois que c'était une anecdote la plus parlante. C'était mes débuts de bêta-lu, Ouais. plutôt, sur Cocyclix. Donc j'avais 16 ou 17 ans et avec Priscilla, on avait commencé à mettre nos extraits de Chasseuse d'âmes en fait sur le forum. Et donc on avait des retours de bêta-lecteurs. D'accord. Il y en avait un qui bêta-lisait notre extrait à chaque fois. C'était presque chiant en fait. Et il n'était pas très bienveillant. Et en fait, il nous a fait énormément douter parce que pour lui, on n'expliquait pas assez. Mais c'était un premier chapitre et il y avait plusieurs autres bêta-lecteurs qui nous disaient que non, en fait, ça allait et que c'était pas la peine de tout expliquer au premier chapitre. Mais il était tellement persuadé de ce qu'il disait qu'on a douté et en fait, on a fait un prologue où on expliquait vachement plus les choses. D'accord. Finalement, ce prologue, il n'est pas dans le livre parce qu'on a fini par l'enlever. Mais tout ça pour dire que parfois vous allez tomber sur un bêta-lecteur qui est vraiment persuadé que sa vision des choses est la bonne pour votre livre. Il faut aussi savoir s'écouter et c'est pour ça qu'avoir un seul bêta-lecteur c'est pas une bonne idée, il faut en avoir plusieurs. Exactement, c'est très Heureusement qu'il y avait ces autres personnes qui nous ont dit que c'était pas la peine parce que sinon on aurait sûrement gardé ce prologue parce qu'on savait pas trop vers qui se tourner. D'accord. Et puis finalement je suis allée voir ce qu'il lisait, ce qu'il écrivait lui, je l'ai bêta-lu à mon tour et il a arrêté de me bêter. Ah bah tiens, comme de par hasard. Alors que pourtant, je considère que j'avais été gentille. Ouais. Mais... Comme quoi, les goûts et les couleurs, et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de rester ouvert et d'être capable d'écouter les critiques, mais de ne pas se formaliser pour une remarque, ne pas tout remettre en cause à cause de la vie d'une personne, en fait. C'est vraiment important, je pense, d'écouter ce que les gens ont à dire. Mais voilà, si on commence à écouter absolument tout et à tout remodifier en fonction de ce qu'on nous dit, en fait, c'est pas possible. Il faut écrire autant de romans qu'il y a de lecteurs, presque. Donc, oui, il faut écouter les bêta-lecteurs, mais il faut aussi s'écouter soi. C'est votre roman, c'est vous qui savez où est-ce que l'histoire, elle doit aller. Et si vous savez que les révélations, elles sont à venir, elles sont à venir. Oui, absolument. Et donc, dernière question, quels sont tes projets actuellement concernant l'écriture, de près ou de loin ? Alors, ce qui va arriver le plus vite, c'est la chaîne YouTube. Je vais lancer une chaîne YouTube. Sur l'aide à la publication, il n'y aura pas de conseils d'écriture parce que je ne me sens pas de donner des conseils, mais ce sera mon suivi. En tout cas, il y aura peut-être des retours d'expérience. Et voilà, la vie d'une auto-éditée, en gros. Super. Je suis également en train d'écrire donc mon 6e roman. Donc ce sera du space opéra. J'espère le sortir en novembre. Et ce sera la première fois, mais il aura le droit à sa campagne Ulule, puisque je vais être en partenariat avec une illustratrice. D'accord. Et du coup, on fera une campagne Ulule toutes les deux pour la sortie du roman.
Ok. Et puis après, voilà, dans les tuyaux, il y a le tome de Chasseuse d'âme qui est en relecture-correction. Et puis des nouvelles dans l'univers de Six Pieds Sous Terre qui sont dans les tuyaux aussi. Et puis après, ce sera la suite de la Selkie et du Space Opera, mais ça, ce sera pas avant l'année prochaine, je pense. D'accord. Bon, Voilà. moi, tu m'impressionnes quand même parce que j'ai dit au début que tu avais sorti 5 romans et une nouvelle. Cette année, tu en as sorti combien, juste pour que les choses soient claires? Cette année, j'en ai sorti 3. Voilà, 3 romans. 3 romans, une nouvelle. Non, Ouais. 4 romans, une nouvelle, pardon. D'accord. Mais alors, Chasseuse d'âme, je précise qu'il était fini depuis 2012 et qu'en fait, je l'ai juste réédité. D'accord. Il était terminé. Par Ah, contre, quand même. j'ai écrit 3 livres et Six Pieds Sous Terre, je l'ai terminé en janvier. J'ai quand même écrit une très très grosse partie en 2019. D'accord. Bon, ça n'enlève rien à la quantité de travail que tu as été capable de fournir en si peu de temps. Enfin, moi, ça m'impressionne. Moi, je suis un escargot à côté. Merci le confinement. Merci le confinement. Oui. Sans ce confinement, je n'aurais pas été capable de faire ça. Enfin, peu importe, moi, je te félicite. Je trouve ça assez impressionnant. Merci. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tous tes retours, pour tous les conseils. Je suis sûre que ce partage d'expérience peut être vraiment intéressant pour des jeunes auteurs qui passeraient sur cette chaîne. Donc, je le répète, je vais vous mettre les liens vers la boutique Amazon, vers la page Instagram, vers le petit romancier. Vous avez tous les liens dans la description, comme ça vous pouvez tout retrouver hyper facilement. Je vous conseille vraiment de découvrir l'univers de Megara. Moi, j'ai adoré ces 2 premiers romans et les autres romans qu'elle a écrits sont sur ma liste de livres à acheter. J'ai une pile à lire énorme, donc j'attends un petit peu avant d'acheter d'autres romans, mais clairement, ils seront lus prochainement. Merci beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation. Ça marche, merci à toi. J'espère que cette toute première interview sur la chaîne vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu plus l'univers de Megara et aura éventuellement également répondu à des questions que vous avez pu vous poser sur les thèmes que nous venons d'aborder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres interviews. J'en ai beaucoup à venir avec des auteurs tout aussi intéressants. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la également si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!